Salut à tous. Récemment, j'ai longuement réfléchi à quel mystère encore inconnu entourait Dragon Ball. Les 2 épisodes qui vous ont bien plu et 2 autres vidéos sur les mystères inconnus ciblés sur certains personnages, je pensais avoir fait le tour. En réalité, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo ultime, le dernier volet de ces théories. J'avais encore quelques théories intéressantes de côté, mais surtout j'ai fait appel à vous dans l'onglet communauté afin que vous me partagiez vos théories originales sur Dragon Ball. Des théories qui nous permettront d'apprendre. Cette vidéo, c'est moi qui l'ai tournée, montée et postée, mais c'est vous et moi qui l'avons écrite. Je vous invite donc à prendre un petit moment sympa et à manger ou boire car la vidéo sera longue. Au travers de cette vidéo, je vais donc vous lister plein de théories originales, attention, qui vont peut-être changer votre perception de l'œuvre Dragon Ball à tout jamais. On va commencer tranquillement, mais sachez que Goku pouvait atteindre le Super Saiyan 2 durant l'arc Cell, juste ça n'était pas en adéquation avec son plan de faire de Gohan la relève, il se savait donc pas éternel et voulait que son fils devait laisser parler son potentiel afin de passer le flambeau. C'est un trait de paresse énorme, mais Goku s'en foutait. En réalité, il voulait passer le flambeau pour de vrai. Il a donc décidé de ne pas continuer ses recherches au-delà du Super Saiyan 1. C'était donc volontaire car vous n'allez pas me faire croire que Goku ne s'était pas rendu compte d'un tel stade après 1 an à essayer de dépasser ses limites, mais aussi en voyant son fils exploser tous les compteurs de puissance dans la salle de l'esprit et du temps. Je vous le dis, une fois mort, Goku a très vite atteint le Super Saiyan 2, car rien de très dur pour lui, il avait déjà toutes les cartes en main. Goku avait dans sa tête un plan tout tracé pour Gohan et il avait sans doute même prédit son sacrifice au cas où. Goku avait peut-être envie de déjà ne plus faire partie de ce monde. Et là, vous allez me dire, mais il était surpris quand il a vu Gohan pour la première fois se transformer en Super Saiyan 2. Eh bien, oui, c'est normal. Il savait que ce stade existait, mais il l'avait jamais vu en vrai, en action, et il s'attendait pas à ce que Gohan le débloque maintenant. C'est une petite théorie que je vous propose là. Libre à vous d'accepter ou non. Je vous laisse argumenter en commentaire, je vous laisse même refaire cette théorie si jamais vous n'êtes pas content en commentaire. Et en tout cas, passons à la suite. Il existe une théorie selon laquelle le film 3 sur Thalès est canon, et c'est totalement logique. Le film 3 sera en fait un rêve ou bien un cauchemar de Son Goku lorsqu'il était en voyage vers la planète Namek afin de rejoindre ses amis. Goku aurait fait ce cauchemar suite aux événements de l'arc Saiyan. Tout d'abord en ayant confronté Raditz, il aurait été confronté au lien de parenté, mais aussi une version alternative de lui en quelque sorte, représentée ici par Thalès dans le film 3. Goku cauchemarde en pensant à ce qu'il aurait pu devenir sans s'être cogné la tête, puis confronté à son peuple et ses véritables origines face à Vegeta et Nappa, encore une fois représenté par Thalès. Tout ceci permettrait d'expliquer le bon nombre d'incohérences qu'il y a eu durant le film 3, et notamment la présence de certains guerriers alors qu'ils sont censés être décédés. Cela pourrait être très intéressant dans la mesure où on comprendrait mieux le changement de mentalité de Goku sur Namek en acceptant ses origines. En combattant son propre double, il fait le choix de faire une croix sur son passé et accepte réellement qui il est. Cette théorie est excellente et je l'adore. Et je dirais que c'est totalement possible que cela puisse arriver. J'irai même plus loin en vous disant que même le film sur Slug est un cauchemar de Son Goku, car on y retrouve des personnages du film précédent tout en continuant l'histoire cette fois-ci. Ce cauchemar pourrait prendre place dès lors que Goku est déjà arrivé sur Namek, sauf que cette fois-ci il se fait soigner après son combat face au commando Ginyu. Slug pourrait être finalement l'incarnation de sa peur de ne pas pouvoir sauver les Namek, et cette transformation en faux Super Saiyan pourrait résulter du fait que Vegeta ait abordé cette notion en face de Goku dès lors de son arrivée sur Namek. Et pourquoi pas imaginer que même le film de couleur, donc la suite, serait un cauchemar que Goku aurait fait en étant sur la planète Yardrat, en imaginant que la menace Freezer n'a pas été totalement éradiquée et qu'elle vient encore le hanter, même après avoir gagné, soulignant le traumatisme que Goku a subi. Et peut-être qu'au moment où il fait ce cauchemar, il n'arrive pas encore à maîtriser pleinement son Super Saiyan, ce qui fait que dans ce film, on comprend pourquoi il galère à le maîtriser et à obtenir ce stade. Car en réalité, sa peur profonde serait de ne pas être de taille si jamais la menace venait encore le hanter.
Je sais pas ce que vous pensez de cette théorie, mais personnellement je la trouve incroyable. Elle apporte beaucoup de relief sur le personnage de Goku, mais aussi les films, tout en essayant de les canoniser et d'apporter plusieurs notions très intéressantes qui serviront les futurs arcs et qui nourrissent déjà les anciens. Là, on assiste à une théorie d'un abonné, elle n'est pas de moi cette fois-ci, cette théorie-là. Ça sera d'ailleurs peut-être la seule théorie de ce top qui vient d'un abonné, car j'en ai pas eu beaucoup des théories, mais je trouvais celle-là très intéressante, car récemment, j'ai publié la vidéo sur les mystères inconnus concernant Cooler. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir si vous voulez en apprendre plus sur le célèbre frère de Freezer. Le lien est juste en haut à droite. Enfin bref. Dans les commentaires, un abonné échange avec moi et me parle de cette théorie sur les mutations dans Dragon Ball. Et je trouve ça juste dingue. Du coup, j'étais obligé d'en parler aujourd'hui tant c'est pertinent. Laissez-moi vous poser le contexte, nous sommes à la saga Namek. Goku est arrivé et sauve encore une fois la situation, il affronte donc le commando Ginyu qui malmène ses amis. Goku démontre une force et vitesse phénoménales, il vient notamment à bout de Rikum et Burter. Ginyu entre en scène, Goku augmente donc sa puissance de manière significative, ce qui choque Ginyu. Et c'est là que ça devient intéressant, il dit à Jis, ce Saiyan dépasse les 60 000 unités. Jis lui répond que ce n'est pas normal car c'est juste un Saiyan. Ginyu en conclut donc, il a peut-être subi une mutation comme nous. Ce qui veut dire que les membres du commando sont surpuissants, voire que ce sont donc les plus puissants de leur race. Car ils ont tous subi une mutation à la naissance, ce sont donc des anomalies génétiques. Alors, pour en revenir à Goku, non, il n'a pas subi une mutation, mais c'est surtout beaucoup d'entraînement. Néanmoins, chez les Saiyans, on assiste aussi au phénomène de mutation, avec le personnage de Broly dans Dragon Ball Super. Rappelez-vous, dans le film sur Broly, le roi Vegeta dit que Broly est anormalement puissant. Les scientifiques s'accordent donc à dire que c'est une anomalie génétique. Encore autre chose, Freezer et son père s'autoproclament comme les plus puissants de leur race car ils sont aussi des anomalies génétiques. Ce qui est vrai en soi. Freezer nous a bien démontré son potentiel complètement dingue. Allez, un dernier exemple bonus pour les plus sceptiques d'entre vous, Piccolo est issu des Namek. Vous savez que ce sont de puissants guerriers, mais le niveau que Piccolo affiche est juste incroyable et inédit. Ça n'a jamais été vu auparavant dans cette race. Et il est donc aussi vendu comme une anomalie génétique parmi les Namek. Ce qui nous amène à la conclusion que chaque race a sa mutation génétique, que certaines puissances s'expliquent, mais qu'aussi Broly ou Freezer, qu'on pense par exemple comme des cas spéciaux, sont en réalité une norme dans l'histoire de Dragon Ball. Chacun est libre de choisir son évolution par la suite. Finalement, Broly, Freezer, le commando Ginyu et Piccolo sont tous liés. Un grand merci à Jimmy 5640 pour cette théorie que je trouve vraiment très pertinente. Vegeta est véritablement le vrai Super Saiyan de la légende originelle. Simplement, il s'est lui-même mis des barrières. Tout d'abord de par son ego et sa fierté, mais aussi ses volontés belliqueuses de toujours chercher le combat et l'agressivité. Car nous le savons, Vegeta n'a pas eu une vie comme un long fleuve tranquille. Ce qui peut poser problème depuis que l'on sait que les Saiyans ont une meilleure force et accèdent plus facilement au stade de Super Saiyan dès lors qu'ils sont en paix et grandissent dans un environnement calme. Ce qui n'a pas été le cas de Vegeta, qui a toujours cherché à conquérir des planètes et qui a mené de nombreuses guerres. Ce qui souligne cette théorie, c'est que Vegeta a commencé à réellement progresser dès lors qu'il s'est installé paisiblement sur Terre. Il a fondé une famille et qu'il a suivi du coup l'exemple de Son Goku, car nous l'avons vu dans Dragon Ball Z, Vegeta était toujours en dessous de Son Goku. Il a été encore victime de ses propres barrières avant qu'il fasse son discours durant son sacrifice, mais aussi qu'il fasse son discours destiné à son meilleur rival, Goku. Ce qui nous amène à la suite, dans DBS, il est au même niveau que Son Goku, voire même, quelquefois, il le dépasse. Et je pense que si on n'a pas vu Vegeta obtenir le Super Saiyan God avec un rituel, c'est tout simplement parce que Vegeta a en lui déjà le pouvoir du Super Saiyan de la légende. Le Super Saiyan de la légende n'est donc pas Broly, un être qui naît avec un potentiel génétique atypique, mais un Saiyan de sang royal, qui fait tout pour maintenir le calme sur sa propre planète et devenir un redoutable guerrier par la bonne méthode, celle de la paix et du calme. Ce que Vegeta est devenu dans Dragon Ball finalement. Quand on nous disait que Vegeta à force de s'entraîner arrivait à rattraper son retard, c'était pas forcément ceci, c'était juste que Vegeta, au fil de devenir de plus en plus humain, calme et paisible,
il s'enlevait petit à petit ses barrières et corrigeait ses erreurs, ce qui l'a carrément fait progresser jusqu'à aujourd'hui devenir au moins tout aussi fort que Son Goku, si ce n'est à l'avenir plus. Les tenues de Gohan sont toujours inspirées. Au début de l'arc Buu, sa tenue s'inspire de Chi-Chi. En ressentant une certaine envie de justice, il confectionne donc par la suite Great Saiyaman à partir de la tenue de C16. Puis lorsqu'il affronte Super Buu, il prend volontairement une tenue à l'identique de Goku. Et encore d'autres exemples, il s'inspire cette fois-ci de Piccolo lorsqu'il est petit, mais aussi de la tenue de Goku quand il s'est entraîné avec Piccolo à la base, pendant les 1 an avant les Saiyans. Je pense que vous le savez déjà, et ce même dans le futur, Gohan du futur reprend quasi à l'identique la tenue de son défunt père Son Goku. Les explications sont simples, tout simplement Gohan démontre beaucoup de respect à chaque fois envers tout le monde et tous ceux qui ont marqué sa vie, ce qu'il fait qu'il rend toujours hommage au travers de ses tenues. D'abord il rend hommage à Piccolo et à son père lorsqu'il est petit, en démontrant qu'il suit leurs traces. Une fois plus vieux, il continue à rendre hommage à son premier maître Piccolo. Une fois adolescent, il a sûrement dû avoir sa tenue confectionnée par sa mère Chi-Chi, ce qui explique la similitude à mon avis, rien de très symbolique en soi. Néanmoins, en Great Saiyaman, il veut sûrement rendre hommage à C16 en honorant la promesse qu'il a faite, protéger les animaux, mais aussi faire justice. Il revêt donc ses couleurs. À la fin de l'arc Buu, Gohan a renoué avec son père et décide de lui rendre hommage avec cette tenue car il veut tout comme lui sauver la planète. Pour ce qui est de Gohan du futur, sa tenue est surtout d'inspiration comme une source de motivation afin qu'il dépasse ses limites et s'entraîne plus dur, afin de pouvoir obtenir la paix dans son monde. Il rend bien sûr aussi hommage à son père et souhaite devenir tout autant que lui un véritable héros et guerrier. Et voilà, c'était tout pour cette dernière théorie que j'ai pu vous dénicher. J'ai essayé de proposer quelque chose d'original, mais aussi d'utiliser les votes de théorie afin d'avoir une vidéo beaucoup plus intéressante avec des points de vue différents. J'espère que ça vous aura plu et je vous réserve bientôt une compilation totalement remasterisée de toutes les théories que j'ai pu faire. Afin de vous proposer donc une longue vidéo regroupant les plus folles théories sur Dragon Ball et qui sont originales, des choses que vous ne connaissiez pas auparavant. C'est pour vous remercier d'avoir autant soutenu les épisodes tout au long du temps et d'avoir autant soutenu la chaîne. Merci beaucoup. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, faites comme vous voulez. Sur ce, ciao les amis.